Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour ce mardi 22 octobre où nous allons vous parler aujourd'hui de l'état de la France. Il ne vous aura pas échappé depuis quelques semaines que nous assistons à une véritable course à l'échalote à l'Assemblée parlementaire où tous les jours, à peu près toutes les factions trouvent des nouvelles façons de nous peler la peau sur le jonc de façon très inventive. Et on va augmenter la TVA, une créativité remarquable, et de gauche comme de droite. De toute façon, nous n'avions aucun doute sur le fait que la France est divisée désormais entre des socialistes de gauche et des socialistes et de droite. Ou des étatistes de gauche et des étatistes de droite, ce qui revient au même. Ce qui revient exactement au même, tout étant une sorte d'ingestion de fromage blanc mou, ayant chacun des grandes idées sur la nouvelle façon de nous faire rendre gorge, en criant des beaux slogans, taxons les riches, et ça ira, les aristocrates à la lanterne. Et ce qu'il y a de bien, si vous voulez, c'est que vous pouvez... faudra que je fasse un jour un petit glossaire des mots qu'ils utilisent, c'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde fasse des sacrifices, c'est-à-dire traduction littérale, vous allez en prendre plein la gueule, mais pas eux. Voilà. Oui, ce que je veux dire, c'est quand même le truc. Alors, c'est pour ça que je me suis habillée en noir. Toutefois, avant d'aller vers ces eaux troubles et de vous expliquer à quelle sauce nous allons être mangés, nous avons une très bonne nouvelle. Le livre de Charles Gave vient de nous arriver hier. Le petit livre de cuisine pour justement cesser de vous faire avoir. Les fiches de cuisine. En réalité, ça tombe bien parce qu'on avait, Charles, depuis 4 ans, vous disait à corps et à cri, pour ceux qui nous écoutaient depuis ce temps-là, qu'il fallait absolument sortir de vos assurances vie. Je pense que si vous l'avez fait, les récentes annonces de défiscalisation sur les successions... De refiscalisation. De refiscalisation, c'est-à-dire de refiscalisation. C'est-à-dire qu'avant, l'avantage de passer par une assurance vie était de vous dire que vous aviez un véhicule qui vous permet de passer au travers du droit des successions qui, normalement, vous atomise toute volonté. 30-40%, boum. Boum. Donc là, le petit véhicule que représentait l'assurance vie est en train de sauter. Je pense que les avantages fiscaux vont sûrement être rognés sur les PEA et sur les PEL. Donc, pour l'instant, on continue, nous, à l'Université de l'Épargne, de jouer quelques actions à l'intérieur du PEA. C'était pour ça qu'on vous avait donné des grandes actions françaises pour justement essayer de tirer ce qu'on pouvait faire de la croissance, mais de plus en plus, nous avons tendance à penser qu'il faut se sortir de ce marasme parce qu'ils vont réussir à imposer tout ce qu'ils peuvent, et ça va passer forcément par une captation de votre épargne qui, aujourd'hui, bon an, mal an, se trouve dans vos comptes bancaires. Encore une fois, ne laissez rien en compte courant. Le PEA, le PEL, c'est-à-dire qu'encore une fois... le livret A. Alors, le livret A, il y a 7 000 milliards. Je me demande pourquoi les gens gardent 7 000 milliards dans le livret A. Ce qui se passe la plupart du temps, et ça tu l'as dit souvent, c'est qu'il ne faut jamais choisir son épargne en fonction d'une directive fiscale qu'un gouvernement, d'un avantage fiscal. Parce que ce soit des lois Scrivener ou autres, à la fin de la journée, ils enlèvent les avantages et on se retrouve avec... Et en plus, si c'était un bon investissement, ils n'auraient pas besoin de mettre un avantage fiscal. Oui. Parce que les gens l'achèteraient naturellement. Mais bon, cela dit, on a vu qu'au travers du temps, ils avaient tendance à lancer des emprunts d'État sur lesquels ils donnaient des rémunérations qui pouvaient être de 5-6% en faisant tu me donnes 96, je te redonne 100. Oui. Bon, donc pour le particulier... C'était pas complètement idiot si c'était stable. Con. Sauf qu'à terme, ça amenait à des dévaluations absolument hallucinantes parce que l'État avait beaucoup trop emprunté. Voilà. Bon, on va revenir sur ça plus tard. Donc, pour ce qui est de notre petit manuel, je vous le montre un petit peu. C'est un manuel qui a beaucoup de croquis. Partons du principe qu'un bon croque-bar vaut mieux qu'un long discours. Et il est très beau, c'est un petit ouvrage. Alors ça n'est pas du tout comme les autres ouvrages de Charles qui sont quand même des réflexions. Là, c'est vraiment un savoir-faire, un know-how, un petit guide vraiment à la manière des fiches de cuisine de L. L'idée étant de vous apprendre, vous, à réfléchir votre épargne et à vous sortir des gros doigts gras de l'État. Voilà. Et des banques qui, de toute façon, vous mettront soit des trucs que l'État leur demande de mettre dans vos portefeuilles. IE des obligations d'État. IE des obligations d'État. Soit vont bâtir des produits comme des produits structurés où ils prendront 5% et où vous ne gagnerez pas un rond.
Donc, c'est une façon de vous dire... Parce que les frais seront tellement élevés qu'à la fin, vous... Et on ne vous les montre pas, les frais. Hein, bah non, bien sûr. On ne montre pas. Donc, là, c'est un machin qui est fait, un petit livre, et qui est vraiment des recettes de cuisine. Il fait 50 pages à lire, à peu près, mais c'est même pas... parce qu'il y a tellement de graphiques qu'il n'y a pas tellement d'écriture, et tellement de schémas. Mais l'idée, si vous voulez, c'est de démythifier la gestion de l'épargne. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre banque... Je sais, c'est arrivé à certains de mes amis, et qui commencent, la personne en question fait quelques demandes à la banque, et le banquier lui répond, mais monsieur, qu'est-ce que vous connaissez sur le sujet? C'est-à-dire, laissez-nous faire, nous sommes les spécialistes. Et dès que quelqu'un utilise l'argument d'autorité, moi je pars en courant. Hein, si la personne à qui je demande conseil n'est pas capable de m'expliquer pourquoi je dois faire ça, et si le seul argument qu'il utilise c'est laissez-moi faire, je suis compétent, je sais qu'il n'est pas compétent. S'il n'est pas capable d'expliquer, c'est qu'il n'est pas compétent. Donc, aussi curieux que ça paraît, j'ai un peu plus de 50 ans dans ce métier, ce qui me fait de moi l'un des plus anciens. Je crois qu'il doit y avoir 50, combien de pages, je ne sais pas combien. Il y en a plus de 50, mais enfin, mettons qu'au maximum, allez, ça représente 2 pages par an. Donc, ce que vous avez là, c'est du jus de crâne. De ma part, ce que j'ai retiré de tout ce que j'ai fait dans ce foutu métier depuis 50 ans. Si certains d'entre vous ont lu Gaston, enfant ou pas enfant du reste, il avait une machine à café absolument hallucinante, voilà. Avec, parce que Charles parle de jus de crâne, donc c'était un peu pareil, avec une sorte de machine à l'alambic qui tournait, qui faisait là, et à la fin il y avait une petite goutte de café qui sortait après 5 heures de... Et après, vous étiez très, très énervé. Voilà. Là, vous avez toute la caféine de 50 ans de nuit sans sommeil, de gamelles dans les marchés, etc. Comment éviter tout ça? Donc, c'est un livre que j'ai fait parce que je crois... On s'est rendu compte à l'Institut des Libertés, quand on parlait par hasard de votre épargne, qu'il y a une immense demande et que personne ne la satisfait. Et si personne ne satisfait cette demande, ça veut dire une seule chose, c'est qu'ils ont intérêt à ce que vous restiez incompétent dans le domaine de l'épargne. Mais bien entendu, pardon, mais je pense qu'on a établi il y a un certain moment qu'ils avaient intérêt à ce qu'on reste des demeurés à peu près dans tous les domaines. Voilà, ils veulent faire de nous des crétins. Ils y sont fort bien arrivés. Voilà. Encore une fois, on pense à Brigelli, on pense à cette fameuse réunion de Lisbonne, et on est forcé de constater que c'était la fabrique du crétin. Que c'est la fabrique du crétin. Et tu vois, c'est très drôle parce que je regardais cette semaine, il est sorti sur Amazon Prime une sorte de série qui s'appelle Culte, qui revient sur les années Loft. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, on est en 2001, c'est Loana et Jean-Édouard dans la piscine. Oui. Alors, je m'en souviens parce que c'était très drôle. J'étais à l'époque avec mon mari à l'Interallié, qui est un lieu quand même très sélect, autour de la piscine, et tous les gens de l'Interallié parlaient de ce fameux loft et de cette histoire dans la piscine. Donc ça avait énormément choqué toute la France, et c'était vraiment, en porosité, rentré dans toutes les strates de la société. Et en regardant des extraits d'alors, parce que j'ai re-regardé... Je trouvais ça très quelconque. Mais c'est pas ça. Les gens s'expriment beaucoup mieux que maintenant. Il y avait cette jeune Loana qui était gogo-danseuse, donc à Nice ou je ne sais quoi, mais elle parle un français remarquable comparé aux français que parlent les influenceuses de nos jours. Elle parle très bien, elle fait des phrases avec des adjectifs qualificatifs qualifiants, structurés, avec voire même des épithètes. Enfin, c'est incroyable. Et tu te dis, la dégradation donc qu'on a subie dans la langue en 20 ans est absolument incroyable. Et on le voit aussi dans le domaine politique. C'était Sarkozy qui se débrouillait pour, dans ses discours, n'utiliser que 250 ou 300 mots. Et quand on voit que quelqu'un comme De Gaulle en a utilisé 2000, et Pompidou 1800, on se rend compte que, c'est ce que je dis, il y a depuis 25 ou 30 ans une crétinisation de la France, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de volonté de tirer ce peuple vers le bas. Alors il y a ça, et tu remarqueras aussi, alors ça je l'ai remarqué, une africanisation du langage, c'est-à-dire que les gens font des tcha. Et au début je prenais ça pour une sorte de réflexe de Marseille, mais en fait c'est des sortes de codes, donc il y a une sorte de réinvention d'accent et de façon de parler.
par lesquels... Alors, bon, au début, je me suis dit, c'est une façon dont les jeunes se définissent, mais en réalité, ça va plus loin que ça, parce que c'est prendre des codes de société qui ne sont pas les tiens. Donc, on a une sorte de volonté de mimétisme qui est presque gênant. Oui. Alors, tout ça me ramène à... Donc, je vais vous raconter une petite histoire, puisqu'on a le temps, là, qu'on n'a rien à foutre et que tout va bien. C'est que quand j'avais 30 ans, j'avais 2 amis, et on était là, on discutait avec mes 2 amis, et il y en a un dit, qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez grand, tu sais, c'était le truc. Alors il y en a un qui voulait être Soros, bon, il n'est pas arrivé, mais enfin il a essayé, c'était bien. Le deuxième, il voulait être président de la République, il a fait une brillante carrière, il a été ministre, etc. Et moi, ils m'ont demandé ce que je voulais être, j'ai dit, je voulais être Raymond Aron. C'est-à-dire qu'au fond de moi, mais ils m'ont dit, t'as choisi le mauvais métier pour être Raymond Aron, il fallait que tu fasses normal sup et que tu ailles dans la... Et moi, j'ai dit oui, peut-être. Et donc, si vous voulez, toute ma vie, j'ai voulu être un professeur, finalement. Mon vrai métier, c'est d'enseigner. Mais je pense très, très sincèrement, papa, que si tu n'avais pas rencontré maman qui, elle, n'avait pas envie d'être la femme d'un professeur, tu aurais été un professeur. Mais oui, c'est pas impossible, mais j'aurais été dans une université, et il n'y a pas d'autre, parce que j'envisageais de faire l'agrégation d'économie, et puis ensuite je me suis rendu compte, c'est pas tellement ta mère, c'est moi qui me suis rendu compte que l'université, c'était l'endroit où on se poignardait le mieux dans le dos pour des choses sans aucun intérêt. Je vais te dire, je pense que tu n'aurais absolument, anarchiste comme tu es, je pense que tu n'aurais absolument pas fonctionné dans un système linéaire universitaire d'alors et de nos jours, peut-être au XVIIe, au XVIIIe siècle, enfin dans des moments où l'anarchie où la liberté de penser. La liberté de penser était reine. Mais l'université... Aujourd'hui, je suis à la retraite quelque part. Depuis mai 68, c'est devenu un panier de crabes. Et je ne pense pas que tu aurais pu être heureux, ou alors aux États-Unis. Ou alors aux États-Unis. Comme René Girard. Comme René Girard. Il aurait fallu que je parte. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il m'avait demandé de rester pour enseigner dans l'université où j'étais, parce que voilà. Mais il fallait que je fasse mon service militaire. Donc je suis rentré, donc j'aurais pu en effet rester... Tu fasses des choses importantes comme peler des patates et courir en pas chassé à 6h30. Plier des chemises. Plier des chemises, au début, j'étais dans un truc où on me faisait plier des chemises. C'était vachement bien. En fait, tu as quand même réussi à attraper une appendicite, une hépatite C. Enfin, tu as passé plus de temps à l'infirmerie pendant ton service. J'étais très très bon là-dessus. Donc ça, si vous voulez, c'est dans le fond le résultat de mon désir de toujours d'être un professeur et d'enseigner. J'ai une façon curieuse. Dès que je comprends quelque chose, il faut absolument que je l'explique aux autres, quoi. D'abord, c'est très bien d'expliquer aux autres. C'est la première façon de voir qu'on a compris. Qu'on a compris, tout à fait. Et alors, en plus d'écrire, pour moi, c'est très curieux, l'écriture. C'est un machin qui me fait me rendre compte que je pense des choses dont je savais pas que je les pensais. C'est-à-dire que je suis persuadé que la partie du cerveau qui est reliée à l'écriture n'est pas celle qui est reliée à la parole. Il y a un endroit où, parce que tu dis pas les mêmes choses, c'est marrant. Et donc, quand j'écris, je trouve, tiens, je savais pas que je pensais ça, c'est vachement intéressant, c'est une bonne idée. Et il m'arrive parfois de me relire et me dire, mais ça, c'est pas idiot du tout. Je suis très content de savoir que j'ai pensé ça. Donc, je pense que ce livre, c'est un peu le résultat de 50 ans d'expérience professionnelle. Et ce que j'essaie de faire, c'est de vous dire, les gars, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Je sais que ta mère, quand elle était petite, elle pleurait tous les jours quand elle rentrait à l'école. Parce qu'elle trouvait au début, quand elle était petite, parce qu'elle trouvait qu'elle n'arriverait jamais à apprendre tout ça dans l'année, quoi. Et puis finalement, elle a réussi, elle est arrivée. Donc, surtout, n'ayez pas peur, quoi. Encore une fois, on revient à la même chose. C'est pas parce qu'il y a des graphiques et des chiffres que c'est difficile. Honnêtement, ça se lit comme une recette. À mon avis, c'est plus difficile de faire un gratin dauphinois. Ce qu'on fera, tu sais quoi, la semaine prochaine, on fera peut-être une émission pour vous présenter le livre avec les graphiques. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui nous pend au nez avec Monsieur Barnier et avec l'état économique de la France. Parce que on a vu depuis un moment, on en a déjà parlé ici, que notre déficit commercial est de 82 milliards. Alors que celui de l'Allemagne est positif de 183 milliards. On a plus que jamais un écart important entre le salarié, ce qui peut coûter à l'entreprise, c'est-à-dire par exemple un salarié coûte à l'entreprise 84 700 €, le salarié touchera 46 046 en France, soit 3 070 par mois. C'est-à-dire que le salarié de base coûte à l'entreprise à peu près 2 fois ce qu'il touche. Et alors les gens, par exemple, me parlent toujours du SMIC en disant le SMIC est trop bas. Je leur dis, il est trop bas, mais le SMIC que paye, c'est pas tout à fait vrai pour le SMIC parce qu'il y a des aménagements, mais pour un salaire normal,
l'entrepreneur paye 2 fois ce que le type gagne. Et donc le type dit, je suis pas assez payé. Mais l'entrepreneur dit, bougez pas, si je vous augmente, par exemple, j'ai vu un article fait sur une chaîne de télévision en France qui disait, si je veux augmenter mon employé de 100 € par mois, ça me coûte 750 € par mois. Et alors, on arrive à un paradoxe, c'est que les gens de droite ou de gauche disent « Ah mais moi, je suis très content de payer des impôts parce que regardez les services publics formidables qu'on a. » Oui, c'est fini ça. Mais lesquels ? Lesquels ? Il n'y a plus rien de marche. La police. Alors on me dit oui, vous devez être très content de la sécurité sociale parce que c'est bien connu. En Suisse, tout le monde crève dans la rue. Et aux États-Unis, on a cette idée aussi que les gens crèvent dans la rue, alors que depuis Obamacare, c'est pas vrai. Mais même avant, il y avait le Blue Cross et le Blue Shields. Et si vous n'avez pas de ressources aux États-Unis, vous êtes soigné gratuitement par l'État. Donc il faut arrêter de dire des bêtises sur les États-Unis. Et c'est un gros problème, la sécurité sociale, justement, dont les coûts explosent aussi. Donc on nous a raconté pendant des années qu'on avait la sécurité sociale qui était le meilleur du monde. Et je crois que là, c'est encore une fois l'importance des mots. Parce que ce nom de sécurité sociale, ça a tellement de charges positives qu'il y a des tas de, par exemple, ils ont foutu en l'air nos hôpitaux, ils ont foutu en l'air nos médecins, il y a trop de médecins partout. Mais les gens, le mot sécurité sociale, pour eux, c'est presque un mot magique. C'est comme une espèce de bouclier et oui, de moins en moins, ça va marcher, quoi. Et on se retrouve donc aujourd'hui avec... alors, il faut revenir structurellement à ce qui crée de la croissance dans un pays. On l'a expliqué ici souvent, mais la personne qui crée de la croissance, c'est l'entrepreneur. Et au bout d'un moment, quand cet entrepreneur ne peut pas créer de profit, donc parce que les profits d'aujourd'hui, ça va faire les investissements de demain qui vont faire les emplois d'après-demain. C'est le théorème de Schmitt. Hein. Voilà. Comment voulez-vous qu'on se retrouve dans une économie florissante ? Parce que, encore une fois, ça n'est que le secteur privé qui va tenir votre économie. Le secteur public n'est fait que de transferts, ça n'est que nos impôts que j'aimerais bien percevoir aussi. C'est-à-dire que j'en ai un petit peu assez on entende à l'Assemblée et ainsi de suite ces temps-ci que salaud de riche et ainsi de suite, mais sans les impôts des 49% qui payent l'impôt, parce que quand même la majorité de la population française ne paie pas d'impôts. Et 70% de l'impôt sur le revenu est payé par 5% des gens. Donc si vous voulez, il faudrait être gentil avec eux. Moi je sais pas, si j'ai quelqu'un s'il payait 70% des impôts sur le revenu, qui est pas grand-chose d'ailleurs, parce que la TVA c'est un impôt injuste qui tape sur tout le monde, mais les revenus, eh bien, c'est payé exclusivement par les riches. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui avec un État qui a, de façon gargantuesque, augmenté sa charge sur le reste de la population. Un État qui n'a fait que croître. Aujourd'hui, on se retrouve avec des hommes politiques qui nous disent « Nous avons qu'à faire défaut sur la dette ». Mais qu'est-ce qui se passe, encore une fois ? Oui, à ce moment-là, tous les gens qui ont 2000 milliards de dettes dans leur assurance vie, ils vont se retrouver avec d'un seul coup l'épargne qu'ils avaient mis de côté pour leur vieux jour qui vaut 0. Et n'imaginez pas, parce que, encore une fois, l'économie dans laquelle nous vivons est une comptabilité en partie double, que cet argent, ça serait BlackRock ou ainsi de suite. Oui, c'est un peu BlackRock, mais c'est aussi vous. Vos assurances-vie, jusqu'à maintenant, sont gavées de produits d'épargne de l'État. Et il y a aussi autre chose, c'est que si vous avez assuré votre maison, si vous avez assuré votre voiture, etc., vous utilisez... Ce n'est pas si, c'est vous avez assuré votre maison. Tout le monde a une assurance habitation. D'habitation. Et ce qui se passe, c'est que la compagnie d'assurance qui vous a assuré, elle a des réserves en face pour pouvoir payer si votre maison brûle. Mais et ces réserves, pour des raisons réglementaires, sont toutes en obligation d'État. Donc, 95%. Donc, automatiquement, si on dit ça vaut plus rien, vos obligations d'État, votre maison n'est plus assurée. Et toutes les compagnies d'assurance font faillite. Parce qu'il faut savoir que dans le domaine de l'assurance, vous avez l'assurance et ensuite vous avez ce qu'on appelle les grosses sociétés de réassurance qui passent derrière, ce que faisait SCOR. Et ce que faisait le grand-père des enfants. Voilà. Aux Bermudes. Ce sont des métiers très différents qui brassent énormément d'argent, qui représentent des montants incroyables, qui demandent des calculs mathématiques, de statistiques, de probabilités très au point. Et faire défaut sur cette dette, ça voudrait dire rebattre les cartes de façon incroyable et donc déstabiliser absolument tout notre système de vie, tout.
Parce que tout repose sur les réassurances. Sur l'assurance et sur la réassurance. Et à ce moment-là, ce que ça voudrait dire, c'est qu'il faudrait que les primes d'assurance montent de façon extraordinaire. Parce que comment elle pourrait... si elle faut qu'elle garantisse avec ce qu'elle gagne cette année, parce que d'habitude, elle garantissait avec aussi les produits de leur placement, quoi. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que d'un seul coup, votre assurance auto, etc., va quadrupler. Alors, le problème aussi, quand tu dis le fruit de leur investissement, c'est qu'on ne leur a plus permis, à partir des accords de Bâle, à peu près, de véritablement jouer leurs finances à la façon dont elles le voudraient. Donc, on les a obligés justement à acquérir ces produits d'assurance vie, comme on a fait en pénalisant les autres, c'est-à-dire en leur disant, vous achetez, pas des assurances vie, des obligations d'État, vous achetez des obligations d'État, vous n'avez rien à mettre en face au bilan, en réserve, alors que si vous achetez une action Nestlé, Sodexo, ce que vous voulez, vous devez provisionner 2,5 fois. Oui, vous devez mettre 40% en réserve obligatoire, c'est-à-dire que... Donc vous avez un cash flow qui devient négatif parce que vous retrouvez... Le rendement de l'assurance n'était pas suffisant. Par exemple, quand j'étais au conseil de score, à un moment on avait discuté, alors si on achète des actions Nestlé, il faut mettre, je crois, c'était 40% de réserve obligatoire. C'est-à-dire que si ça coûte 100, il faut que vous mettiez 40 en réserve parce qu'il pourrait avoir des problèmes avec Nestlé. Vous rigolez, quoi, mais enfin c'est pas... Et puis ensuite, si vous voulez acheter des obligations Nestlé en francs suisses, à ce moment-là, ça vous devez mettre 25%. Mais si vous achetez des obligations grecques, à l'époque, c'était avant la crise grecque, c'était 0. Donc, on voit bien que les réglementations ont été faites, non pas pour assurer la solvabilité des entreprises, mais pour assurer le placement des obligations grecques ou françaises. Et donc, ça veut dire que ces gens-là gèrent. On arrive dans une période où la gestion de l'épargne ou de risque à long terme est confiée à l'État à la place d'être faite par le marché. C'est-à-dire qu'on rentre encore une fois dans un système socialiste. Communiste. Incroyable. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que tu appelles la lente agonie de l'entrepreneur français, voilà. Alors, ça, c'est qui va être illustré dans un premier graphique que vous allez voir apparaître sous vos yeux ébahis. Voilà. Alors, cette ligne rouge que vous avez en haut, c'est quelque chose qui est calculé par l'INSEE, repris par l'OCDE pour tous les pays du monde. Pour ceux que ça intéresse, j'ai ce chiffre pour tous les pays du monde quasiment. Et ça s'appelle la marge brute d'autofinancement. Alors, ça a l'air d'être un truc très compliqué. En fait, c'est grosso modo combien il reste dans la caisse une fois que vous avez tout payé à l'entrepreneur. Oui. À la somme des entrepreneurs. Ça ne prend en compte que les entrepreneurs qui opèrent en France. C'est-à-dire que les gens vont me dire, mais c'est pas vrai, les profits de LVMH sont monstrueux et tout, mais il les fait pas en France. Hein. Ça, c'est pour les activités en France. Et donc, vous voyez que on est passé, en l'espace d'une vie, mettons, de 70, où j'ai commencé à travailler, à l'époque, la marge brute d'autofinancement faisait 28% du PIB français. Bon. Donc, 28% de création de richesse. C'était 28%, c'était... Voilà, mais c'est pas... Oui, mais il restait, une fois que les entreprises avaient tout payé, etc., il a resté à peu près 28% du PIB français en cash, qu'elles pouvaient investir, qu'elles pouvaient distribuer, qu'elles pouvaient mettre en fonds de roulement, qu'elles pouvaient racheter une nouvelle machine à pain. C'était avec ça qu'elles faisaient les investissements. Et puis arrive donc Giscard, qui commence à tout réguler. Vous savez, c'était le libéralisme... Le libéralisme à la française. Non, c'était le libéralisme avancé. Voilà, encadré. Dès que vous mettez un autre mot à côté de libéralisme, ça devient n'importe quoi. Par exemple, le libéralisme avancé. Et fonctionne aussi avec hyperlibéralisme, fonctionne aussi avec néolibéralisme. Néolibéralisme. Dès que vous mettez un autre nom, le libéralisme, c'est la protection par la loi du citoyen contre l'État. Dès qu'on met autre chose, ça veut dire que l'État reprend le contrôle. Donc le libéralisme, c'est une très bonne chose. Le néolibéralisme, tout ça, c'est des conneries. Le turbolibéralisme, l'hyper-super-libéralisme, tout ça, c'est très, très mal. Donc, ensuite, les prix du pétrole augmentent terriblement pendant les années 70. Et vous voyez que cette marge brute d'autofinancement s'écroule et passe de 28, 27... en 83, au moment où Mitterrand a fait toutes les conneries, on est à 20. Donc c'est un écroulement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une crise très grave qui se passe en France, à cause à la fois politique
énergétique, etc. Ils avaient fait un énorme... déjà, il y avait eu des nationalisations. Ça, en 80-83, ils ont fait des nationalisations. Ensuite, ils avaient lancé une grande campagne de production nationale où on devait n'acheter que des produits français. C'est toujours la même bêtise. Toujours le même truc. Donc le protectionnisme à la française. Et donc on a eu les résultats et Mauroy était obligé de remettre un peu de l'eau au moulin finalement. On a fait mieux en 83, on a changé tout. Bon. Donc il y a un véritable fondement. Ça veut dire que depuis 1970, chaque fois qu'il y a une crise, chaque fois, vous verrez, c'est les entreprises qui payent. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit mort aux riches. On assimile l'entrepreneur aux riches, alors qu'ils ne le sont pas tous, longtemps s'en fout. Non, mais encore une fois, le tissu entrepreneurial français est composé de PME et Bien TPE. sûr. Donc, on a... plus que les grosses sociétés. Beaucoup plus qu'en Allemagne. Oui. On a vraiment un corps entrepreneurial qui est composé, en gros, d'un gars qui a une crèmerie, d'un boucher, ainsi de suite. Voilà, arrêtons de traiter ces gens-là de riches. Ça n'est pas vrai. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, en 85, il y a des élections en France. Chirac est élu, à ce moment-là, il avait eu une petite lueur d'intelligence, puis ça a disparu assez vite. Mais on a eu un vrai gouvernement libéral de 85. C'était Balladur ? Non, c'était après Balladur. C'était Chirac qui était Premier ministre et il avait Madeleine, ministre de l'Industrie. Voilà. Et là, ça remonte très bien, tu vois, on prend les mesures qu'il faut. Et c'est à peu près la seule autre structurelle qu'on a eu. Et puis, les Français, toujours intelligents, décident... Ils nous l'ont ressorti, Madeleine, récemment. Tu l'as pas vu, il est passé. Il dit des tas de bêtises, d'ailleurs, en ce moment, ça m'embête beaucoup, on part là, si tu veux. Mais, donc, tu vois, ça remonte, et puis les Français décident de réélire Mitterrand, ils s'en sont tellement contents après toutes les conneries qu'il a fait. Et vlan, on se reprend une deuxième baisse. Puis vous avez la baisse, si vous en avez un paquet qui arrive de baisse, mais vous avez la grande baisse de 2009-2010, vous avez la grande crise financière, la crise de l'euro, qui paye la note, encore une fois, c'est... Les entrepreneurs. Les entrepreneurs. C'est les seuls qui génèrent du cash, donc au bout d'un moment... Oui, mais si tu veux, dans les autres pays, non. Non, oui. Dans les autres pays, tu vois, regarde la Suisse, il y a les mêmes crises, et la Suisse, tu restes à 27% depuis des années. On n'a pas eu cette espèce de truc. Le seul pays où la marge brute d'autofinancement s'est écroulée des grands pays de l'OCDE, c'est la France. C'est-à-dire que depuis 1970, tu peux dire que le pays a été gouverné contre les entreprises tout le temps. Il y a un autre exemple, c'était l'Argentine, qui a fait exactement la même chose avec les mêmes résultats, simplement ils ont quelques années d'avance sur nous. Et puis on a la grande crise du Covid qui est faite à la main par tous ces crétins qui nous gèrent, parce qu'il n'y a eu aucune crise du Covid en Suède, par exemple, ce que tu vas dire. Donc ensuite on prend quelques mesures pour essayer de redresser les choses, on file de l'argent gratuit aux entreprises, donc on voit la marge remonter un peu, et maintenant elle est en train de se péter la gueule. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quand on voit le décrochage que vous voyez tous à l'image à partir de 2021 de grande crise du Covid, c'est qu'on arrive à avoir des gens qui disent... Et je l'entends encore au journal télévisé d'hier d'M6 qui disait « Oui, alors est-ce qu'il y a eu faute ou non ? Est-ce qu'on a touché le budget ? Est-ce qu'on a... » Mais enfin, tout le monde savait que l'autre abruti avait emprunté... Oui, alors il y a deux choses qui sont là, qui sont très extraordinaires dans ce que tu dis. Et on le disait très en amont, en disant on ne comprend pas comment ça pourrait passer. Et ça ne passe pas. Et là, on nous dit aujourd'hui qu'on est à 6,1% du PIB, on est à 7%. Oui. Arrêtons de mentir. Oui, mais tout le monde le sait. Et on dit ah mais non, mais on croyait qu'on était à 4,5. Il y a deux possibilités. Ou bien l'activité économique en française est en train de se dégrader beaucoup plus vite que tout le monde ne nous le dit, et à ce moment-là, les rentrées fiscales baissent très fort et le déficit budgétaire a commencé à exploser. C'est une hypothèse, ou alors Beaucoup de gens disent qu'il y a des dépôts records et des défaillances d'entreprises, en veux-tu, en voilà. Voilà, donc c'est peut-être ça. L'autre possibilité, c'est qu'ils aient fait des faux en écriture publique. C'est-à-dire qu'ils aient dissimulé la vérité au Parlement. Et les faux en écriture publique, c'est passible de peine de prison aggravée. C'est-à-dire que c'est vraiment... Donc, on va voir ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, il faut d'abord que les gens se rendent compte que ça fait... Donc 55 ans que, depuis 55 ans, on gère la France contre les entrepreneurs. Contre les entrepreneurs. Contre les entrepreneurs. Si vous êtes un entrepreneur, il faut être cinglé pour être en France. Bon, alors maintenant, reprenons cette courbe, la même. Hein, mais maintenant, donc celle qu'on vient de voir, la lente agonie de l'entrepreneur français. Et passons à la deuxième. Second graphique. Donc c'est la lente agonie de l'entrepreneur français et le chômage. Ben, vous voyez, il y a quelque chose c'est, encore une fois, on revient au théorème de Schmitt, hein, qui était le chancelier allemand à l'époque de Giscard, qui disait quelque chose, c'était un socialiste, hein, il disait les profits d'aujourd'hui
sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et on le voit très bien sur ce graphique. La ligne rouge, c'est donc la rentabilité des entreprises françaises. Et la ligne bleue, c'est le chômage en millions de personnes. Échelle de droite inversée. C'est-à-dire que quand les entreprises perdent de l'argent, le chômage augmente. Quand les entreprises gagnent de l'argent, le chômage baisse. Un an après, il y a 1 an d'écart. Donc c'est une relation de causalité. Tout le monde me dit corrélation n'est pas raison, mais je leur dis quand il y a 1 an d'écart entre les deux, c'est qu'il y a probablement une causation. Donc ça veut dire que je sais aujourd'hui, comme la rentabilité des entreprises françaises s'est pété la gueule depuis 1 an et demi, que le chômage va exploser à la hausse. Et voilà. Mais si le chômage explose à la hausse, le déficit budgétaire va exploser. Alors, si le chômage explose, ça veut dire qu'effectivement, par ailleurs, les faillites d'entreprises aussi. Mais bien sûr. Donc les recettes fiscales, parce que tout à coup, si tu te déclares sans emploi, alors que tu payais X d'impôts, tu les payes plus faillite d'entreprise, plus de recettes. Plus de recettes, plus les gens sont en la trouille. Donc ils épargnent. Ils vont essayer plus d'épargne, donc moins de TVA. Donc il est à peu près certain que je ne sais pas pourquoi le déficit est à 6%, mais il va sans doute augmenter d'au moins 2 points dans l'année qui vient. C'est-à-dire qu'on va passer à 8. Je suis persuadé qu'à l'heure où on parle, là, le 22 octobre, le déficit est à 7. Oui, donc on sera à 9. On ne me la ferait pas. Donc on sera à 9. Et là, comment ça passe les intérêts sur la dette ? À part s'ils continuent à baisser les taux, mais dans ces cas-là, l'inflation risque de repartir à la hausse. Mais il n'y a pas ça aussi, c'est que les Allemands, eux, ils sont en train d'épargner comme des fous. Donc c'est la première fois depuis très longtemps que l'Allemagne, qui est sérieuse, est en train d'épargner comme une folle, alors que la France continue à vouloir payer les gens et rien foutre. Donc, il paraît que notre taux d'épargne a monté, cela dit. Bien sûr, les gens ont la trouille. Mais ce qui me paraît important là-dedans, c'est de dire, en 1936 ou 37, le slogan du Front populaire, c'était du pain, du travail et la liberté, tu vois, Et puis on s'est retrouvé 3 ans après, avec les Allemands à Paris, on n'avait ni pain, ni travail, ni liberté, quoi. Et donc c'est jamais bon quand les politiques économiques, fiscales, entre l'Allemagne et la France sont à 180 degrés. L'Allemagne a décidé de se serrer la ceinture et de revenir à l'équilibre, quoi qu'il en coûte. Et ils savent faire, ils l'ont prouvé pendant la réunification. Et donc, ça veut dire qu'on va en prendre plein la tête, qu'eux, ils vont en prendre plein la tête, mais ça veut dire que eux, ils sont dans une position où ils ont un budget qui est en déficit, enfin, ils ont une dette qui est la moitié de la nôtre, et ils ont des excédents extérieurs monstrueux. Donc, ils vont avoir une influence récessive sur la France, c'est notre principal client, qui va être considérable. Et nous, on continue à vouloir prendre des congés cahiers et aller voir la mer. Et dire de taper sur les riches. Moi, j'ai une autre question aussi, c'est que... Alors, certains d'entre vous posaient des questions sur des SCPI, donc incidemment sur l'immobilier. Les SCPI, ça va être un désastre. Alors, l'immobilier, on voit que déjà, les transactions depuis plus de 2 ans ont baissé de 20%. Ça veut dire que plus rien ne bouge dans les biens, et surtout dans les biens de haute valeur. Aujourd'hui, on a vu que il y avait auparavant la possibilité... Les notaires vous foutent déjà à la porte. Voilà. Alors, on a vu déjà que là, ils ont fait passer une loi comme quoi, autrefois, si tu gardais un appartement 5 ans et que tu le revendais au bout de 5 ans, tu n'étais pas imposé sur la plus-value... La résidence principale. La résidence principale, sur la plus-value de gain que tu pouvais faire. Hop, ça saute. Maintenant, il faut passer à 20 ans, je crois. Ce qui veut dire que potentiellement la fluidité du marché, la vélocité va forcément baisser. Absolument. Comme déjà les biens ne circulaient plus. Alors, certains me disent, très bien, comme on a un peu des faux prix sur l'immobilier, certes, on a des faux prix, les biens pourraient revenir à un point d'équilibre. Oui et non, parce que Paris, on est tenu par des marchés internationaux, donc on va se retrouver complètement acheté par le Qatar ou la Chine. Et il y aura des appartements vides. Allez vous balader dans le 7e aujourd'hui, dans le 6e ou le 5e, vous verrez que partout... La nuit, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire que c'est des appartements qui sont achetés par de riches étrangers qui n'y viennent plus. Et vous devrez prendre un train tous les jours pour aller vivre à Orléans et travailler à Paris. Donc, encore une fois, ça fait des années qu'on pratique des faux prix. Ces faux prix nous ont amenés dans des systèmes qui ne s'ajustent plus automatiquement. Et donc, un de ces 4, il va falloir que ça s'ajuste. Et ça s'ajustera avec une brutalité
féroce à ce moment-là. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui ont mis leur appartement à vente à un prix et se disent « je ne baisserai pas ». Donc ils ne baissent pas, mais s'ils perdent leur boulot, si leur entreprise saute, etc., ils vont être obligés de vendre, quel que soit le prix. C'est ce qui arrive quelquefois quand moi j'ai acheté mon appartement avec des gens qui divorçaient et quand tu achètes pendant un divorce, ils étaient bien obligés de vendre. Donc il y a un moment où ils acceptent une offre parce que ils acceptent l'offre la plus élevée qui peut arriver à ce moment-là. Oui, parce qu'ils ont besoin de liquider une situation dans laquelle ils veulent pas. J'ai vu ça pendant la crise de 2008-2009 aux États-Unis, dans l'endroit où vous savez, les New-Yorkais sont des animaux un peu spéciaux. Ils vivent tous ensemble à Wall Street, comme ça, ils se connaissent tous. Et ensuite, entre juillet et août, ils décident de tous aller passer leurs vacances ensemble. Dans les Hamptons. au même endroit. Alors on s'est vu toute l'année. Bon, en fait, tu sais, tu dis les Américains, mais est-ce qu'en France, les gens du 16e ne vont pas à l'île de Ré? Oui, ça dépend. Il y en a qui vont à l'île de Ré, il y en a qui vont à Saint-Malo. Mais non, c'est pas les mêmes. Ceux qui vont à Saint-Tropez sont dans des quartiers où ils se voient entre eux, et ceux qui vont dans les écoles privées vont quand même à l'île de Ré. En fait, c'est quand même pas les mêmes faunes. C'est pas la même chose. Donc là, c'est pareil. Eh bien, là, pendant la crise de 2009, il y avait des maisons superbes qui étaient à vendre, et j'avais un de mes amis qui voulait acheter une maison à Hamptons pour être avec les autres. Et se coller, et qui a fait 4 ou 5 offres à 50% en dessous de l'offre, en dessous du prix d'achat. Il a essayé. Et il y en a une qui est passée. Donc, à ce moment-là, c'est là où vous faites de l'argent dans l'immobilier, c'est que le type vous dit, je vous vends ça à 30 000 € du mètre carré. Vous dites, moi je vous l'achète à 15 000 si vous voulez, puis vous le faites suffisamment de fois, puis il y a un gars qui va prendre parce qu'il n'a pas le choix. Donc c'est toujours pareil, le génie financier, c'est celui qui a du cash. En 36. À Berlin. Quand personne n'a plus de cash. Là, t'achètes des œuvres d'art. Ouais. Tu veux trouver des trucs. J'ai vu la même chose en Angleterre aussi, quand il y a eu la grande crise sur les Lloyds. Vous savez, les Anglais avaient une façon et c'est eux qui finançaient la réassurance du monde, avec un système un peu spécial où ils mettaient en garantie tous leurs biens aux Lloyds, donc la société de rassurance anglaise, et on leur payait toujours des dividendes très gras qui n'étaient pas imposables parce que finalement on s'en servait jamais de leur capital. C'était juste une garantie, tu vois. C'était avec ça qu'on se... Et puis il y a eu les procès sur l'amiante aux États-Unis qui ont coûté des centaines de milliards de dollars. Et là, on a appelé la garantie. La garantie. Et à ce moment-là, vous avez vu apparaître des tableaux et tout ça à Christie's, des gens qui étaient obligés de vendre une partie de leurs actifs parce que... et donc là, tu vois apparaître des jolies choses que tu es content d'avoir un peu de cash. Tu es content d'avoir un peu de cash. Cela dit, je dis ça, mais pour qui a envie de passer à Drouot, c'est hallucinant comme à notre époque. Vous voyez passer des argenteries sublimes, poinçonnées. Bon, je sais que c'est une corvée parce qu'il faut les astiquer et compagnie, mais il y a des choses ravissantes pour rien. Pour rien. Donc ça veut dire donc que le chômage va monter. Et alors on arrive maintenant à la question, mais pourquoi l'entrepreneur français ne cesse-t-il de s'appauvrir? Eh bien, je vous le montre en 3e graphique. Intitulé « La hausse perpétuelle du poids de l'État cause la lente agonie de l'entrepreneur français ». Vous voyez, c'est-à-dire que chaque crise est utilisée en France pour faire baisser la rentabilité des entreprises et faire augmenter le poids de l'État. Donc, vous voyez, là, encore une fois, le poids de l'État, là, il est à l'envers, c'est la ligne noire. Et vous voyez que le poids de l'État monte toujours avant la crise d'1 an. Alors attends, il faut réfléchir. Quand tu dis c'est à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut... C'est-à-dire que le poids de l'État économique était de 45% à droite en 1980 et maintenant à 62,5%. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Donc quand il baisse, en fait, c'est qu'il monte. Ça veut dire que ta liberté baisse. Tu n'as qu'à imaginer la ligne noire comme indice de liberté de la France. Eh bien, tu vois très bien que aujourd'hui, depuis les années Mitterrand, nous sommes passés de 47,5 à 62,5, c'est-à-dire on a perdu 15 points de liberté. Et aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tu ne peux pas te balader, tu ne peux rien faire sans avoir... Regarde, ce bon Jean-Jacques vient d'acheter un appartement à Paris. Bon, le document de vente de son appartement,
c'est 350 pages. Mais tu te souviens pas, moi, mon document de vente, c'est un binder, il est comme ça. Je sais, mais il devait faire 200 pages. Depuis, ils ont gagné depuis. Oui, mais en plus, tu as les annexes, tu as le diagnostic amiante, le machin. Et 350 pages. C'est ridicule. Moi, quand j'ai acheté mon appartement à Londres, il y avait... Je suis d'accord. Ouais, merci. C'est combien? Merci. Merci, voilà. Mais il n'y avait rien de spécial. Donc, on voit que ces 350 pages doivent être, je ne sais pas à quoi elles servent, mais elles doivent être réclamées par des banques, des sociétés de contrôle, je sais pas. Et donc, on voit bien que maintenant que toute transaction nécessite l'intervention de 2 avocats, 3 huissiers, 4 notaires, et tout ça, ça coûte de l'argent. N'a aucune valeur ajoutée, surtout. Et ça t'enlève des trucs. Donc, si j'ose dire, si je devais résumer la situation française, c'est quand il y a un problème, l'État gros aussi, pour rester à la taille où il est, il ponctionne l'argent des entrepreneurs, ce qui crée plus de chômeurs, et à ce moment-là, la gauche dit, il faut plus d'intervention de l'État parce qu'il y a trop de chômeurs. Et surtout, se complet ensuite en lourdeur administrative. La poids de l'État, c'est toujours des limites. Et donc, on a moins de... Quelque part, l'avantage structurel de la France, ça serait de faire... on va arrêter avec cette image d'Épinal qu'on va se réindustrialiser en réindustriant la Roure. Mais c'est complètement idiot pour une raison simple. Prends l'exemple de Doliprane, là. Oui. Ils veulent faire une usine en France, mais ils ont des gros problèmes parce que faire du Doliprane en France, ça coûterait 40% de plus que d'avoir une usine qui serait de l'autre côté du Rhin. C'est pas comme si on découvrait la Lune sur ce sujet-là. On sait bien que créer une usine en France coûte beaucoup plus cher parce que les 35 heures, parce que le poids syndical, parce que les normes sont telles. Parce que tu trouves pas de terrain pour foutre ton usine. Et si tu en trouves un, tu as 800 normes écologiques donc, qui t'empêchent de dire le faire. Donc, et en plus, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette usine Doliprane n'a aucune valeur ajoutée puisque le principe actif est fabriqué en Inde et que c'est dans le domaine public. Donc, on fait venir, c'est comme si on fait venir des batteries, je sais pas, de Chine pour faire une usine électrique en France, d'assemblage, mais il n'y a aucune valeur ajoutée. Et je ne comprends pas pourquoi tout le monde hurle comme si on parlait des turbines d'Alstom. Je dis mais ils n'ont pas hurlé pour Alstom. Ils n'ont pas hurlé pour Alstom. Là, on a un pauvre truc qui met A plus B ensemble et qui honnêtement n'est pas créatrice d'emplois plus que ça. Et tout le monde hurle. Je dis mais trouvez-vous une vie. Enfin réfléchissez. Non, mais c'est... Tout ça pour faire un produit. Alors, ils veulent nous expliquer que sans Doliprane... d'après Raoult. Non, mais au-delà de ça, comme si le Doliprane régissait nos vies. Enfin, je veux dire, on ne parle pas d'un produit absolument structurel à nos... C'est pas des antibiotiques. Non, mais tu prendras un UPSA, oui. Ça ira mieux. Tu prends de l'aspirine, ce qui est probablement le meilleur produit d'ailleurs. Bon. Donc, alors maintenant, on en arrive à la conclusion qui est bien triste, mon pauvre monsieur. Comme l'État, donc c'est le dernier graphique... Comme l'État, malheureusement, lui, il est en cash flow négatif, donc il emprunte toutes ces augmentations du point de l'État, ça s'est fait par des emprunts, des déficits budgétaires. Ces déficits budgétaires se transforment en dette, et cette dette ne cesse de monter. Donc le niveau de vie ne cesse de baisser. Et là, j'ai fait un petit graphique où je mets simplement le revenu médian du Français tel que calculé par l'INSEE. Donc ça, c'est la ligne bleue en haut. La ligne rouge, c'est l'indice des prix que j'appelle des gilets jaunes, c'est-à-dire un tiers bouffe, un tiers chauffage, énergie et un tiers le loyer. C'est comme ça, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est comme ça que vous dépensez votre argent. C'est ce qui m'arrive aux États-Unis quand que j'étais étudiant. Et en France aussi, d'ailleurs, pendant longtemps. Donc vous voyez que depuis les années Macron, le revenu moyen du Français de base, en fait, c'est la ligne noire en bas, a baissé d'à peu près 10%. C'est-à-dire, ce que je dis depuis un petit moment, la baisse du niveau de vie en France à cause de la dette est bien enclenchée. Mais pour l'instant, elle a été amortie parce qu'on pouvait emprunter. Mais imaginez qu'on arrive à un moment où on ne puisse plus emprunter. À ce moment-là, la baisse du niveau de vie va tomber au niveau réel de la productivité française. Et c'est-à-dire que la prochaine baisse va être catastrophique. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à comprendre, en vérité, le tuilage qu'a assuré cet emprunt. C'est-à-dire qu'en tenant l'État français, ça a aussi tenu leur consommation interne et leur qualité de vie. C'est ce crétin du Rassemblement national appelle il faut maintenir le pouvoir d'achat
mais je ne veux pas dire du mal du Rassemblement national, mais le pouvoir d'achat, c'est quelque chose que vous gagnez. Or, le pouvoir d'achat des Français, depuis 30 ans, ça a été ce qu'ils gagnaient, plus qu'on empruntait en leur nom. Et voilà. Et donc, le jour où on ne pourra plus leur emprunter, le pouvoir d'achat, il ne pourra pas ne pas baisser, même si le Rassemblement national est contre. C'est-à-dire que le Rassemblement national, ils peuvent se pousser des cris en disant, en sautant des câbles sur leur chaise, comme dit De Gaulle, en disant pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le niveau de vie des Français est très supérieur à leur capacité de gagner. Le pouvoir d'achat en lui-même ne veut rien dire. Le pouvoir d'achat n'est que la tête de la fusée de la croissance. Donc, en réalité, parler de pouvoir d'achat sans parler de croissance et donc de marge brute d'autofinancement des entreprises, parce qu'on a vu en première partie que ça n'était que l'entrepreneur qui créait de la croissance, ça ne veut rien dire. La seule marge sur laquelle vous pouvez jouer à la rigueur sur leur histoire de pouvoir d'achat, c'est dire baisser par exemple la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité. Mais encore, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que des restrictions, parce qu'à chaque fois qu'on joue avec ça, on se retrouve en fait avec des queues de distribution qui disent moi si c'est pour faire 1 litre de lait qui va être bloqué, que je vais être obligé de vendre à 60 centimes d'euros, je vais garder ce lait-là pour faire des yaourts que je vendrai plus cher. Et en plus, c'est vraiment aujourd'hui, ça fait des années, depuis les années 2000, que la France n'est plus compétitive, que sa position se détériore et qu'on masque cette détérioration en empruntant. Bien, mais il y a un moment où les marchés vont nous dire, je ne sais pas la moindre idée quand d'ailleurs, mais vont nous dire c'est fini, on ne vous prête plus. Et à ce moment-là, à la place d'avoir eu un lent ajustement de notre niveau de vie, on va avoir un rappel brutal à la réalité. Là, on a perdu 10% depuis que Macron est là, mais il est probable que notre manque de compétitivité, c'est au moins encore 10%, mais la prochaine baisse se passera, pouf, d'un seul coup comme ça. Alors, moi, ce qui me fait très peur, c'est que dans ces cas-là, comme les gens n'ont pas la capacité aujourd'hui, la plupart du temps, en lecture économique, sauf vous qui nous suivez, de comprendre véritablement ce qui leur arrive, c'est qu'on nous invente, comme toujours, dans ces cas-là, des scapegoats, des boucs émissaires. Et que, comme ils le font, et comme il y a aujourd'hui... c'est les riches, déjà. Voilà, mais bien sûr. Donc, ce qui va amener encore plus à une accélération de l'histoire, c'est-à-dire que si on commence à taper sur les riches à tout va, à savoir, dentiste, prothésiste, tous les gens vont se barrer, on va se retrouver avec un pays de pain-cul. Il y aura plus... Mais c'est exactement ça. Les gens... La France, c'est quelque chose que j'ai souvent dit ici, mais je vais le redire, si vous voulez, a une capacité remarquable à se débarrasser des gens compétents qu'elle a chez elle. On a fait ça avec les protestants sous Louis XIV, qui était parce que normalement la révolution industrielle aurait dû se produire en France. Mais bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a viré tous les protestants, donc ils sont partis en Angleterre, en Hollande, etc., où la révolution industrielle a commencé, souvent grâce à eux. Courtauld, par exemple, les grands textiles anglais, là, qui a dominé le monde pendant 2 ou 3 siècles, c'était une famille protestante française. Donc. Puis ensuite, si vous voulez, en 1793, on a viré tous les aristos. En 1905, on a viré tous les catholiques, puis tout l'enseignement catholique. Puis ensuite, on a essayé de virer les juifs en 40. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, je me dis, qui vont-ils essayer de virer ? Je sais pas. Je me demande s'ils essayent pas, je vais dire un truc horrible. Je peux. On est chez nous. On est chez nous. Je sens un mouvement d'antisémitisme très fort en France. Ah oui. Oui. C'est-à-dire, est-ce que maintenant le but, ça va être de rendre une fois de plus dans l'histoire les Juifs responsables des malheurs de la France ? Tu vois, je dis une connerie là, mais je veux dire, je sens tellement cet antisémitisme monter que les Juifs... C'est la gauche qui l'entretient. C'est la gauche qui l'entretient. Et les Juifs peuvent se décider de s'en aller tout seuls. On n'a pas besoin de les pousser. Oui, et dans cette lecture... cette importation du conflit israélo-palestinien dans nos vies courantes, qui n'a pas lieu d'être, parce que, pardon de vous dire, c'est pas parce que vous manifestez à Saint-Augustin que la situation va se débloquer et puis en du plus, côté la de la vraie question, Palestine. je suis très triste pour la Palestine, etc. Personne n'est plus sensible que moi à ce genre de choses, mais je voudrais dire un truc, si vous voulez, il faudrait poser une question à tous les pays arabes. Pays arabes, où sont passés vos Juifs ? Parce qu'il ne faut pas oublier que les Juifs, ils étaient tous au Moyen-Orient. Enfin, je veux dire, il faut pas... Oui, mais si tu vas par là où sont passés vos chrétiens. Oui, ça va de pair. Donc, si vous voulez, quand on me dit que les Juifs ont décidé de se mettre dans un seul endroit au Moyen-Orient, comme ça, ils seraient chez eux, mais je voudrais bien savoir pourquoi tous les Juifs égyptiens, Alexandrie était une ville juive,
Et je voudrais savoir aussi, par exemple, pourquoi il y a quelques millions d'Arabes, 1,5 million, je crois, d'Arabes en Israël, il n'y en a aucun qui va dans un pays arabe, qui émigre d'Israël pour aller, je sais pas, en Arabie Saoudite, parce qu'ils sont bien éduqués, ils pourraient y aller. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de... C'est assez poignant quand tu vas en Israël et que tu passes pour aller voir Nazareth, ouais, qui est du côté palestinien, de voir, alors que c'est le même caillou, parce qu'on est sur des terres arides qui ont été récupérées, qui ont été travaillées, de voir combien le côté israélien est prospère, et dès que tu passes du côté palestinien... Voilà. Et il n'y a pas de raison structurelle, géographique, en tous les cas, mis à part la force de l'homme. Voilà, et la volonté. Et donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que je sens monter dans nos pays une recherche de boucs émissaires. Alors, on nous en a présenté 2. L'homme blanc, qui, bon, celui-là, il a tous les défauts, mais enfin, on ne peut pas tous les virer parce qu'il y en a beaucoup quand même. Et je sens monter, aussi curieux que ça paraisse, un antisémitisme primaire, et historiquement, les Juifs ont été toujours d'excellents boucs émissaires, quoi. Tu sais qu'une de mes bonnes amies, donc a son fils, Nathaniel, qui est à l'université UCL à Londres, et il a été mis à l'écart par les autres à cause de son patronyme. Et elle en est malade. En Angleterre. En Angleterre. Pourtant, qui était un pays... Dans une université d'État très réputée. Oui. Et je crois qu'on a eu le même problème à Dauphine avec des étudiants juifs qui ont aussi été stigmatisés. Ou à Sciences Po. Sciences Po, on sait très bien que c'est devenu un bastion c'est un bastion d'antisémitisme. D'antisémitisme, parce que la gauche d'aujourd'hui est le nouveau bastion de l'antisémitisme. C'est l'antisémitisme. Et donc, ce que je veux dire, ce qui m'affole chez la gauche, c'est qu'ils créent les conditions pour qu'il y ait un désastre économique, avec des politiques stupides, c'est ce qu'on voit depuis des années, et ensuite ils disent, ben les gars, on est dans une merde noire, il y a donc un coupable, et ce coupable, c'est encore le riche ou le juif, ou le banquier. Les deux étant possiblement mixtes dans leur esprit, parce que les gens qui se permettent de dire des choses, c'est les Rothschild, ne nous l'auront pas. Ce qu'ils disent, c'est les juifs. Moi, j'ai vu aussi dans ma vie, comme l'antisémitisme est très mal vu aujourd'hui, et à juste titre, j'ai vu des tas de gens me dire du mal des banquiers. Oui. Mais en faisant des grands clins d'œil. Les banquiers. Les banquiers. Et donc je me disais, ça aussi, c'est pas bien net. Donc, ça fait monter... Ce que j'aime pas du tout dans la période actuelle, c'est que ça fait monter des remugles de conneries et de méchanceté. Mais on n'est pas très loin des remugles, justement, des années 30, exactement. On voit, sauf que ça ne vient pas de l'extrême droite, ça vient de l'extrême gauche. Je veux dire la gauche... Mais il n'y a plus d'extrême droite. Enfin, je veux dire, le camelot du roi, tout ça, c'est fini. Enfin, il y a 3 vieux monsieur qui jouent à se faire peur et à réhabiliter Pétain. Mais c'est 4 gars, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont pas... On peut pas dire que ce soit des personnes actives. Non, mais... Comparé aux manœuvres pro-palestiniennes... Donc là, il y a un vrai problème, c'est qu'on commence à voir ce que je craignais par-dessus tout, c'est-à-dire des recherches de boucs émissaires qui sont... Et je trouve ça très inquiétant, parce que c'est... D'abord, c'est inquiétant pour les personnes, et ensuite parce que c'est une atteinte à la logique et à la raison. Donc on essaie, nous, ici, de vous expliquer... Ils essaient des tribus, et donc... toi, tu es une tribu, je sais pas quoi, marron clair, il y a une tribu qui est blanche là-bas, et tu vas essayer de susciter la haine entre les 2 tribus, de façon à être celui qui sera le... Mais en même temps, n'est-ce pas ce qui nous pendait au nez avec cette qualification de société qui marche aujourd'hui à l'émotion? Là, je regardais, il y a un assistant parlementaire qui a été pris de je sais plus qui, enfin de gauche, avec de la drogue. Un député? Un député. Un député, pas un assistant parlementaire. Oui, un député qui était pris avec de la drogue. Donc là, il y a son communiqué. En train de d'acheter de la drogue dans le métro. Voilà. Et il y a son communiqué qui disait « Oui, alors vous comprenez, je me bats avec une addiction. Que
cœur sur vous à toutes les personnes qui ont une addiction, c'est dur de lutter, de tous ensemble et tout. Et tout le monde de reprendre en pleurnichant, ah oui, bravo à lui, c'est difficile de lutter. Je dis, mais alors d'accord, mais dans ces cas-là, pourquoi tu t'es mis député de la nation? Encore une fois, est-ce qu'on pourrait quand même avoir des gens représentatifs? Alors je comprends qu'on puisse avoir des combats individuels, mais dans ces cas-là, la moindre des choses, c'est se mettre en retrait. Mon arrière-grand-père, le moment où il a su qu'il était atteint de la maladie de Parkinson, il n'a pas pris le poste de gouverneur au Liban parce qu'il avait peur que cela entache sa réputation et surtout son travail. Je pense que quand tu sais que toi-même, tu es un être défaillant, on l'est tous, je ne le remets pas en cause et je ne me pense pas plus que les autres, pur que les autres. Mais si j'avais ce genre de dépendance, eh ben, je me mettrais en retrait de moi-même et j'essaierais de faire un petit boulot qui, en tout cas, ne me et ce que tu dis met pas au contact d'autrui. Voilà, mais ce que je voudrais dire quelque chose, c'est que vous pouvez faire un petit test aujourd'hui, vous demandez à l'intelligence artificielle de vous faire le bilan de Macron. Vous, ça peut être sur ChatGPT, etc. Tu le sors, c'est absolument accablant. C'est fait par l'intelligence artificielle. Bon. Et je me dis, si Macron était un homme d'honneur, il se poserait peut-être la question, il semble que je sois incompétent. Donc, pour le bien de mon pays, il faudrait peut-être que je m'en aille. Je pense que... Et je ne pense pas qu'il va le faire, mais je pense que les personnes extrêmement vaniteuses, comme ça, sont absolument incapables d'avoir un regard sur eux-mêmes. Je t'ai dit que j'ai croisé Macron dans la rue. J'ai croisé devant les Invalides avec Brigitte. Il était 23h, c'était un mardi. Je ne sais pas ce qu'il foutait là. Il devait revenir de l'Esplanade, qui est un restaurant un peu poi-poi. Et j'ai été frappée. Je suis quelqu'un d'assez sensible, même très sensible, et je sens voilà. Et j'ai été frappée par la noirceur. J'étais avec un copain député, on marchait tous les deux. Tout à coup, je le vois qui regarde, du coup, je regarde. Et j'ai été frappée par l'espèce de noirceur autour d'eux, elle extrêmement maquillée, honnêtement maquillée comme au musical. Aucune femme européenne ne se maquille comme ça en ville. Des gens petits, fermés sur eux-mêmes, qui n'avaient absolument pas... T'as des gens, tu les croises de par Dieu, je les croisais rue des Bellefeuilles. C'est un gars, il est là, tu sens sa présence et tout. Là, tu avais des gens complètement comme ça, bon, avec des Benalla derrière par grappe de 8, mais... ne projetant rien, tu vois, pas de bonhomie, c'est arrivé de croiser des paysans comme ça qui sont des, voilà, qui ont une lumière, qui ont des religieuses, qui ont des, là, vraiment, tourner vers eux-mêmes, vers l'intérieur, comme ça, c'est... c'est ce que j'essaie de dire, c'est quand, je me souviens, j'avais un type qui avait essayé de devenir président de la République en France il y a quelques années, et puis il m'avait dit en rigolant, mais Charles, il n'avait pas fait une campagne très sérieuse d'ailleurs, il m'avait dit, Charles, mais il ne faut pas rigoler quand même. C'est un boulot impossible. Personne ne peut croire qu'il en est capable. Et je crois que tous les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui s'imaginent qu'ils sont compétents. Les députés LFI s'imaginent qu'ils savent quelque chose. Le président de la République s'imagine qu'il est le meilleur. Mais il n'y a pas un moment où ils se disent, mais je suis peut-être pas à la hauteur. Tu vois, c'était ce truc de dire, non, vous êtes gentil, mais ça, je ne peux pas faire, c'est pas moi. Ils ne le font pas. Moi, la seule chose honorable que pourrait faire Macron après les désastres qu'il a fait, c'est de demander pardon et de partir à la retraite et qu'on ne le voit plus jamais, me semble-t-il. Or, il va nous amener quasiment en guerre civile pour ce... Moi, je vais te dire, vous pouvez faire une copie d'écran, mais je pense qu'on va avoir un gilet jaune bis dans l'année. Je pense qu'on va avoir une fronde populaire de grande ampleur, déjà par nos amis les agriculteurs, parce qu'ils n'en peuvent plus. On était au contact de Sébastien Béraud, qui est représentant du monde paysan, qui disait à Charles que les récoltes avaient été absolument abominables. Que toutes les fermes, donc on est vers Saint-Étienne-du-Grès, il est dans ce coin-là. On fait des récoltes absolument abominables avec des conditions, des inondations, des sécheresses, enfin bon bref, le blé c'est pas possible. Du coup ils en ont acheté plus que de raison en Ukraine, tuant ce faisant le marché interne, encore qui en avait pas besoin, et on se retrouve donc avec un monde paysan complètement à la ramasse. Et comment s'en sortir par l'eau, je ne sais pas, mais je pense que ça, plus la décroissance nécessaire de notre emprunt, va faire que je ne vois pas comment on ne pourrait pas imploser au milieu de l'hiver. Oui, moi ça me semble... Il suffirait qu'on ait un hiver un peu froid, avec la nécessité... Il me dit que la période la plus difficile pour les paysans, c'est janvier, février, mars, parce que d'abord ils ont vendu tout ce qu'ils pouvaient vendre, et ensuite les subventions ne sont pas encore arrivées, tu vois. Donc ils ont une espèce de trou de cash flow là,
Et donc, ça risque... Et t'as plus d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture. Ouais, mais quand t'as pas mettre de l'essence dans la voiture dans le monde paysan, tu vas pas... Ah bah tu vas pas loin, parce que tu peux que te manger les doigts. Donc tout ça est extrêmement inquiétant, et donc je sens monter des espèces de trucs entrants qui ne sont pas français et que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc, surtout, la conclusion à tout ça, c'est occupez-vous de vos voisins. Oui, alors nécessaire. Faites de la proximité. Oui, cultivez votre jardin, c'est le cas de le dire, et occupez-vous de votre épargne. C'est pas pour vous placer le bouquin, on s'en fout. Bien qu'on le trouve très joli. C'est un très bon bouquin, mais on s'en fout pas du tout. On s'en fout pas du tout, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que protégez-vous des autres, parce que... Carguez les voiles, faites attention, ayez de l'argent disponible, mais comme je dis, ayez dans la boîte à chaussures avec quelques moyens d'échange dans la boîte à chaussures, parce que il va peut-être se passer des choses où votre banque sera peut-être pas ouverte. Voilà, alors la semaine prochaine, on chroniquera le bouquin, et pour ceux qui nous suivent à l'Université de l'Épargne, cette semaine, on va vous faire la Chine, sa vie, son œuvre. Voilà, ça va être un beau travail. Ça. Un beau travail. On va vous expliquer pourquoi, dans les ETF, on vous a vendu la croissance chinoise, et possiblement la fois d'après, on fera sûrement les cycles de l'énergie suivant les travaux de Didier. Voilà. Pour expliquer pourquoi on a choisi et les ETF chinoises et pour la partie risquée de votre portefeuille, c'est-à-dire on dit vous jouez de l'Asie d'un côté, et vous jouez l'énergie ex-Japon, et vous jouez l'énergie de l'autre, et puis après ça, et on vous expliquera l'énergie et les cycles à 25 ans. À 30 ans, voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, qu'on vous aura pas trop déprimé, mais il est quand même nécessaire de rappeler ces choses, parce que la période le vaut, et je suis absolument dépitée tous les jours, moi, avec les concours Lépine de la taxe, là. On a trouvé un nouveau truc, on va... les notaires, en ce moment, s'arrachent les cheveux, à raison. Enfin voilà, on vous dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, et merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup.